On tient, on continue de combattre, hein, et puis à un moment, le corps, il n'a plus malheureusement les ressources pour faire face et il s'effondre. Et physiologiquement, le burn-out, c'est un effondrement du système neuro-endocrinien, donc de tout ce qui est neurotransmetteurs et hormones. Voilà, Donc le premier effondrement dans la maison, la première pièce, c'est toujours le corps? c'est le corps, ça passe par le corps et le Hmm. mental suit. Je trouve que le burn-out, c'est un reset de beaucoup, beaucoup de choses. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Trêve, dans lequel on parle de paix intérieure. Aujourd'hui, on va parler de faire la paix avec sa fatigue profonde, celle que l'on nie, que l'on repousse, qu'on maquille derrière la performance. On va parler de ce moment inconfortable où s'effondrer devient nécessaire, non pas pour tout arrêter, mais pour mieux se reconstruire et tout transformer. Alors, est-ce qu'on est tous égaux face au burn-out ? Pourquoi touche-t-il autant les femmes et surtout celles que l'on dit, entre guillemets, fortes ? Et quels sont les signaux qu'on ignore trop souvent ? Pour répondre à ces questions, j'ai invité Séverine Lapp, experte du burn-out et du cycle féminin. Cette conversation résonnera en vous, par exemple, si vous culpabilisez à l'idée de ralentir ou de vous reposer, et si vous cherchez désespérément à redevenir la personne que vous étiez avant, ou que vous sentez que quelque chose doit changer, mais vous ne savez pas encore quoi. En tous les cas, j'espère que cette interview vous aidera à faire un pas de plus sur votre chemin de paix intérieure et je vous souhaite une très belle écoute. Je suis Caroline, une guerrière qui voit la vie comme une grande aventure qui n'est pas toujours facile, mais qui n'a pas forcément à être un combat. Pour moi, c'est un voyage vers et avec soi. Dans ce podcast, je vous partage cette vision en portant ma casquette de sophrologue et coach holistique. Vous trouverez des réflexions, des pratiques et des interviews pour explorer ensemble des clés pour faire la paix avec la vie. Parce que je pense que c'est la clé de l'équilibre intérieur. Et la première étape d'un processus de paix, c'est la trêve. Ici, je vous invite à faire une pause pour, au fil des semaines, faire la paix avec vous-même et voir le monde sous un autre angle. Alors rejoignez notre communauté de guerriers et de guerrières pacifiques, abonnez-vous et faites de ce moment votre trêve. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'être là, merci d'avoir accepté mon invitation. Ce que je te propose déjà, c'est de te présenter en quelques mots, de la manière dont tu le souhaites. Donc, je suis Nicolas. Séverine Lapp, naturopathe et coach. J'accompagne les femmes qui traversent l'effondrement ou la perte de sens pour qu'elles se reconnectent, pour qu'elles renouent avec leur force intérieure, qu'elles puissent s'affirmer, qu'elles prennent pleinement leur place dans un monde qu'elles contribuent à transformer. J'accompagne donc principalement les femmes qui traversent le burn-out. Le Mhm. burn-out, c'est un effondrement physique, psychique et mental qui fait suite à une longue période d'exposition au stress au travail. Ça, c'est la définition de l'Organisation mondiale de la santé. Je sais bien évidemment qu'il peut y avoir d'autres types de burn-out, parce qu'on on parle d'effondrement, on peut entendre aussi burn-out maternel, par exemple. Moi, volontairement, dans mon approche, je vais m'intéresser davantage à ce qui se passe au niveau du monde de l'entreprise. Pour moi, le burn-out, c'est la rencontre entre une salariée, un ou une. Mhm. Je m'adresse principalement aux femmes, c'est pour ça que je vais tout mettre au féminin. Ok. Euh, Principalement, mais pas exclusivement. oui, quand même C'est ça que c'est. principalement, Ok. ouais. Mais si un homme en burn-out nous écoute et trouve que mon approche peut lui correspondre, je l'accueillerai volontiers dans mes programmes. Donc, le burn-out, il naît de la rencontre entre une salariée et une organisation d'entreprise, hein. Et souvent, ce que je dis, c'est que sur l'organisation de l'entreprise, on ne peut pas malheureusement échanger grand-chose, hein. Donc, on est dans tout ce qui est risques psychosociaux. Il peut y avoir une surcharge de travail, il peut y avoir un management qui est inadapté. On parle de management toxique, même si j'aime pas trop utiliser ce terme-là. Il peut y avoir des conflits de valeurs, une perte de sens au travail, il peut y avoir un manque d'objectifs ou un manque de moyens pour atteindre ces objectifs. Et donc souvent je dis au niveau des risques psychosociaux, on peut alerter la hiérarchie, etc. Mais on ne va pas changer toute l'organisation de l'entreprise. Ce qu'on peut changer en revanche, c'est soi quand on a été confronté au burn-out, hein, et faire un travail vraiment de déconstruction, reconstruction. Pour moi, le burn-out, je donne souvent l'image d'une maison qui a brûlé. Burn, ça veut bien dire brûler.
En gros, le burn-out, dans le burn-out, on a brûlé tout notre intérieur. Tout s'est consumé à Mm. l'intérieur de nous à travers des mécanismes inflammatoires. Et il reste plus que les fondations. Et ces fondations, c'est intéressant à un moment quand on retrouve de nouveau une capacité de concentration, de réflexion, de reconsolider tout ça, de travailler sur son système de croyance, sur ses valeurs, pour reconstruire une nouvelle maison par-dessus. Voilà un peu l'image que je donne par rapport à ça. Le Ok. burn-out, comme je disais, il fait suite à une longue période d'exposition au stress. Le stress, c'est l'ensemble de nos mécanismes d'adaptation physiologique à tout ce qui se présente à nous. Notre corps, il n'est pas fait pour vivre un stress sur une longue période, hein. Il est fait pour vivre un stress ponctuel. On fonctionne encore comme quand on vivait dans des cavernes. À l'époque, le stress, c'était, il y a un tigre à dents de sabre qui se pointe. Qu'est-ce que je fais? J'ai un pic d'adrénaline. J'ai deux solutions. Soit je combats, ou soit je fuis. Disons que je fuis, je prends mes jambes à mon cou. Une fois que la situation est passée, que je suis loin du tigre, ben, mon corps, il retrouve son état d'équilibre. Ça, c'est le Mhm. stress ponctuel. On est fait pour vivre ça, pour faire face à ça. Aujourd'hui, on est quasiment tous en stress chronique, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, on s'adapte. On rentre dans une phase qu'on appelle de résistance au niveau physiologique, donc on met en œuvre des mécanismes d'adaptation pour tenir en quelque sorte. Et notre corps, il ne fait pas la différence entre un tigre à dents de sabre ou le matin devoir se lever tôt et courir après son tram pour aller au travail. Ça va être Oui, c'est un exact. sentiment de danger C'est ça. intérieur. On ne Mm. fait pas la différence physiologiquement, c'est exactement les mêmes. Ce sont les mêmes mécanismes qui sont en œuvre. Et malheureusement, bah, certaines personnes tirent trop sur la corde et se retrouvent en burn-in. C'est la phase juste avant le burn-out. Le burn-in, en gros, le corps s'enflamme. Il y a de plus en plus de symptômes, de signaux d'alerte que bien souvent on n'écoute pas parce qu'on a la tête tellement dans le guidon et que on est forte, on est débattante, on tient, on continue de combattre, hein. Et puis à un moment, bah, le corps, il n'a plus malheureusement les ressources pour faire face et il s'effondre. Et physiologiquement, le burn-out, c'est un effondrement du système neuro-endocrinien, donc de tout ce qui est neurotransmetteurs et hormones. Voilà, Donc le premier effondrement dans la maison, la première pièce, c'est toujours le corps? c'est le corps. Ça passe par le corps et le Mm. mental suit. Mm. Mm. Parce qu'on voit effectivement le burn-out, en tout cas actuellement, comme on est dans l'année de la santé mentale, on parle beaucoup, hein, de dépression, de burn-out ou d'autres pathologies. Et donc Mhm. il est abordé du côté de la santé mentale. Alors c'est vrai que ça impacte le cerveau, qui est l'organe, on va dire, qui commande tout ça. Mais physiologiquement, le burn-out, il commence d'abord par le corps, Mhm. qui n'a plus les ressources parce que dans les premiers symptômes, le symptôme le plus fort, ça va être une fatigue profonde de laquelle on a du mal à récupérer. On est souvent sujette à des insomnies, on a des problèmes d'endormissement où on se réveille plusieurs fois la nuit, on se réveille très tôt dans le matin, on a des nuits complètement entrecoupées, on rentre plus en sommeil profond. Mhm. Donc, ça, c'est lié à un excès de cortisol, donc l'hormone du stress. Et ben, suite à ça, ben, le lendemain, on est évidemment plus fatigué. On va être plus sujette aux compulsions sucrées pour avoir de l'énergie pour tenir. Et on peut rentrer comme ça dans un cercle vicieux de fatigue. Et après, derrière, il y a tout ce qui va être impact psycho-émotionnel. On va être beaucoup plus sensible, voire hypersensible, plus de crises de larmes, d'accès de colère, Mhm. d'irritabilité. Et ensuite, il y a tout ce qui est symptômes cognitifs, avec des problèmes de mémoire, de concentration, des oublis. Donc, on a l'impression d'être moins performante au travail. On va encore mettre les bouchées doubles parce qu'on a toujours été un bon élément dans l'entreprise. On rentre en fait dans un cercle vicieux et on essaye de tenir, 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 sauf que le corps, il n'arrive plus à suivre. Mhm. Est-ce qu'on peut faire une petite digression perso? Et Bien du coup, sûr. j'imagine, et tout à l'heure, si c'est ton sujet chouchou et ton expertise, que toi tu l'as traversé, tu l'as vécu, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours? Oui, bien Et peut-être du sûr. coup justement au niveau des signes, comment ça s'exprimait chez toi? Qu'est-ce que toi tu as traversé?
Donc moi j'ai traversé le burn-out en 2013. J'ai pas eu de diagnostic médical. C'est un sujet dont on parlait moins quand même. Même si le terme burn-out est connu depuis les années 70. Je pourrais en reparler tout à l'heure. En Oui. tout cas pour mon histoire, donc burn-out fin 2013, pas de diagnostic médical. J'ai quitté mon entreprise et par la suite j'étais en train de minimiser tout ce qui m'était arrivé. C'est quand j'ai lu sur le sujet que je me suis aperçue finalement que j'avais traversé un burn-out. Et en parlant plus tard avec mon médecin qui un jour m'a dit, mais chez vous, il y a beaucoup de psychosomatiques. C'est là où j'ai fait les liens avec mes Ok. émotions que j'avais bien foutues sous cloche pendant des décennies. Au niveau de ce que j'ai pu ressentir quand je regarde mon parcours, en fait, j'avais obtenu ce que je voulais sur le papier, tout ce qui était pour moi symbole de réussite sociale. Donc Mm. j'avais un poste à responsabilité, j'avais un salaire confortable. Donc vu de l'extérieur, j'avais réussi. Sauf que ben, à l'intérieur, j'étais pas du tout à ma place. Je pense que je le savais depuis que j'avais pris le poste, hein. J'étais sur ce poste depuis 4 ans. Je pense que le premier jour, déjà, je savais que j'allais pas rester, mais Ah, ok. il fallait que je reste parce que sur mon CV, comme j'avais déjà des trous par le passé, c'était mieux pour la suite de ma carrière professionnelle, etc., etc. Ah, Bref, et il faut, je dois. c'est ça, je me racontais tout un tas d'histoires. Et finalement, ce poste, il est juste devenu quelque part couronné des années de stress. Mm. Parce que auparavant, déjà dans les autres entreprises, je vois bien comment j'avais pu fonctionner. J'étais tout le temps stressée, tout le temps anxieuse. J'ai un tempérament comme ça. Mm. Et dans les symptômes, sur ce que j'ai pu ressentir, ça a commencé effectivement par les insomnies. D'accord. Donc je suis allée voir un médecin. Donc à l'époque, j'habitais dans une autre ville, donc j'avais pas mes repères, on va dire, en tout cas mon entourage, un entourage médical. Je suis allée voir un médecin qui m'avait proposé de la phytothérapie que j'oubliais de prendre parce que j'avais tellement la tête dans le guidon que de toute façon prendre soin de moi, je savais pas du tout ce que ça voulait dire. J'allais régulièrement chez l'ostéopathe parce que j'avais la nuque complètement coincée, donc je faisais une séance, il me disait reposez-vous, moi je retournais au boulot comme si de rien n'était. Le repos, je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait, hein. Tout ça, je l'ai déconstruit par la suite. Dans les symptômes, j'avais une immunité aussi beaucoup plus fragile. En gros, je chopais tout ce qui traînait, tous Mhm. les virus. J'arrêtais pas d'être malade. J'avais des gastro sur gastro, un truc qui m'était jamais, jamais arrivé. J'étais pas du tout fragile à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai eu encore? Beaucoup ouais, de pleurs. En fait, hein. Je pleurais beaucoup avant d'aller au travail, puis j'ai fini par pleurer aussi sur mon lieu de travail en me Mhm. disant je suis nulle, j'arrive à rien, je sais rien faire. J'étais ouais, dans un état quand même de souffrance très intense, avec un climat qui n'était pas, comment dire, pas particulièrement plus difficile que ce que j'avais pu connaître dans d'autres entreprises, mais moi je pense que j'étais juste arrivée au bout d'une façon de fonctionner. Mm. Donc Oui, tu beaucoup, parlais d'adaptation c'est ça. tout à l'heure, le fait de s'adapter au stress. Moi, je parle souvent du coup dans ces moments-là de suradaptation. Ouais, et je pense, du coup, comme j'avais un poste à responsabilité, j'étais aussi sur un modèle de fonctionnement plutôt masculin, où on ne montre Mhm. rien, les émotions n'ont pas leur place non plus en entreprise, hein. Donc, quand je regarde les photos de moi à l'époque, je me reconnais pas, à la fois sur le style Ok. vestimentaire, sur la façon de me maquiller, de la couleur de cheveux, etc. J'ai l'impression que c'est une autre personne, en fait. Je portais un masque, hein, vraiment, à la fois sur l'aspect extérieur, mais en même temps, à l'intérieur, le masque il était présent aussi, hein. Je camouflais tout pour m'éviter de souffrir, hein. Il y avait également tout ce qui est signe plutôt cognitif, hein. J'avais du mal à me concentrer. Je n'arrivais pas à faire mes tâches en fait, hein. J'étais sur mon ordinateur toute la journée et je ne produisais rien. Ça connectait plus en fait au niveau du cerveau, hein. J'oubliais. Je me souviens quand je prenais ma voiture pour aller au travail, je loupais la sortie d'autoroute. Mm. J'oubliais le code d'entrée de la porte de l'entreprise, un code que j'avais fait des centaines voire des milliers de fois. J'oubliais mon code de carte bleue. Et ce qui m'a vraiment le plus marqué, là où je me suis vraiment, il y a quelque chose qui cloche, c'est quand ma cousine, qui est comme ma petite sœur, m'a annoncé sa grossesse, je n'ai rien ressenti. Je n'avais Ok. plus aucune émotion.
Ouais, donc c'était vraiment comme une déconnexion de C'est ton ça, corps, de tes sensations, de tes émotions. c'est Hmm. ça, ouais. Tiens, dans le point, au-delà de ce que tu fais, dans la thématique de qui tu es, s'il y a eu cet avant-après, quelle guerrière de la vie es-tu? Et peut-être quelle guerrière de la vie est-ce que tu étais quand tu te vois sur les photos ou quand Mm. tu te remets dans ces baskets-là? Et quelle guerrière de la vie tu as l'impression d'être aujourd'hui? Je pense qu'avant, j'étais en mode push, ponceuse vers un idéal. Ok, Et aujourd'hui, je suis plutôt apaisée, sereine, ok. plus bienveillante envers moi-même. Avant, je sais que j'avais des injonctions très fortes, hein. Enfin, au niveau des pensées. Il faut y aller, faut avancer. Le repos, c'est pour les fainéants. Il faut travailler dur pour y arriver. Donc, aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans de la douceur, ouais, de l'acceptation de ma vulnérabilité, de mon humanité, ouais, douceur. Je trouve que ça me correspond bien parce que souvent on me dit en consultation que j'ai une voix douce et que explique aussi les choses de façon très douce. Ok. Donc, je pense plus connectée à ma part féminine. Peut-être justement Ah. sur le dernier poste que j'occupais, j'étais sans doute. Alors, j'étais féminine évidemment vu de l'extérieur, mais à l'intérieur quand même dans un mode push qui est plutôt masculin, on va dire, en Hmm. entreprise. Là aujourd'hui, ben, j'ai choisi d'être à mon compte aussi parce que je ne me reconnaissais pas dans les modes managériaux dans les entreprises, que j'ai des valeurs de liberté, d'autonomie qui sont extrêmement fortes. Et voilà. Donc, le burn-out, il m'a permis en fait vraiment de travailler, je pense, en profondeur sur moi, sur qui j'étais, parce que je pense comme beaucoup de personnes, on ne se pose pas ce type de questions. Je fais une petite parenthèse pour les curieux et les curieuses. Si vous avez envie de découvrir l'archétype qui vous reflète le mieux, vous pouvez faire le test sur mon site harmonie-3c.fr. Quel type de guerrier-guerrière de la vie êtes-vous? Je vous mets le lien en description, c'est un quiz gratuit, simple et ludique qui vous propose une nouvelle grille de lecture sur votre personnalité, vos motivations et votre talon d'Achille. Vous pourrez également découvrir des exemples de personnes célèbres ayant le profil le plus proche du vôtre. Ça permet souvent de se sentir un peu moins seul. Et puis, surtout, ce test vous donnera une idée de la plus petite action que vous pouvez poser dès aujourd'hui pour amener du changement dans votre vie et un peu plus d'harmonie. Voilà pour la parenthèse, revenons à notre épisode du jour. Et en fait, je suis partie en vacances, ça c'était l'été 2013. Je suis partie 3 semaines en Éthiopie, le berceau de l'humanité. Et d'avoir fait ce voyage en Afrique, ça m'a permis de prendre du recul sur ma manière de vivre ben, ici en France Mhm. et de remettre un peu aussi ouais, des priorités sur ce qui était important dans la vie. Et je savais à la rentrée en septembre qu'il fallait que je trouve une solution pour sortir de là. Ok. Et donc pour toi, le burn-out, c'est vraiment sociétal. C'est ça. Hmm. Ouais. C'est sociétal dans le sens, effectivement, comme je disais tout à l'heure, c'est la rencontre entre une personnalité et un contexte d'entreprise. Mhm. Et c'est sociétal aussi parce qu'aujourd'hui, euh, il y a 2,5 millions de salariés qui sont en burn-out. Alors, ce ne sont pas des chiffres officiels parce qu'il n'y a pas de moyen aujourd'hui de mesurer le nombre de burn-out parce que le burn-out n'est pas reconnu comme une maladie au niveau des classifications internationales des maladies. Mhm. Donc souvent sur les arrêts de travail, le médecin ne note pas burn-out, il va noter peut-être trouble anxieux généralisé, peut-être dépression sévère. Voilà, le terme n'est pas tout à fait, enfin en tout cas il n'est pas utilisé, D'accord. pas souvent en tout cas. Donc quand je dis quand tu disais sociétal, effectivement, on a l'impression que souvent, quand on est en burn-out, comme on traverse tellement d'émotions difficiles, on se sent honteuse, on se sent coupable d'en être arrivé jusque-là. On peut avoir le sentiment de passer par un échec. On n'a pas du tout la culture de l'échec en France, hein. Donc, en fait, on peut se sentir aussi, comment dire, isolé parce que le burn-out, on ne le voit pas. On ne s'est pas cassé une jambe. Donc, de l'extérieur, ça ne se voit pas. Donc, souvent, on porte cette responsabilité individuelle Hmm. euh,
Ou alors, on peut tout repousser sur les torts de l'entreprise. Ça, c'est une façon aussi hein, de camoufler. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais beaucoup dans c'est la faute d'un tel, je prenais pas du tout ma responsabilité. Bref, hein. Mm. Alors que moi, je pense que le burn-out, c'est comme une rencontre amoureuse. À un moment, soit ça matche pas, ou ça matche plus, et que les torts sont partagés. Hein. Mm. Mm. Et aujourd'hui, le fait que le burn-out ne soit pas reconnu comme une maladie professionnelle, il y a aussi des impacts, des enjeux financiers derrière. Donc plutôt au niveau de la société, de tout ce qui est politique aussi. C'est Mhm. qu'aujourd'hui, quand tu traverses le burn-out, et que tu es en arrêt de travail, c'est la sécurité sociale hein, qui prend en charge. Alors que si le burn-out était reconnu comme une maladie, ça serait d'autres cotisations. Ce serait les entreprises qui Mm. devraient cotiser. Et là, on touche à vraiment un autre sujet. Du coup, on parlait d'évolution du burn-out. Tu as cité des dates tout à l'heure, tu as dit on pourra revenir. Mhm. Revenons-y, si t'es OK. Oui. Du coup, c'est quoi j'allais dire l'histoire du Alors, burn-out? le burn-out, le terme a été utilisé pour la première fois dans les années 70. Alors, je ne sais plus si c'est 1975 ou 1976 par un psychiatre américain Mhm. qui était à la tête d'une clinique dans laquelle il soignait des toxicomanes. Et il s'est aperçu en fait que ses collaborateurs, à force d'être très investis, très engagés auprès de leurs patients, qui étaient des patients difficiles, hein, parce que ben, toxicomanes avec des risques de rechute, peut-être de la violence verbale et physique, ben, les collaborateurs, les soignants, se consumaient de l'intérieur, ça c'est vraiment les termes qu'il a utilisés, sous l'effet du stress, un peu comme des immeubles. Et donc, il a Ok. utilisé ce terme burn-out pour décrire en fait ben, l'exposition des soignants. Ça vient vraiment du monde médical au départ, le burn-out, hein. L'exposition des soignants à un public difficile. D'accord. Mm. Et du coup, les personnes qui viennent te voir, est-ce qu'elles viennent, j'allais dire, déjà en sachant qu'elles traversent ou qu'elles ont traversé un burn-out? Alors, il y a plusieurs cas de figure. J'ai des clientes qui viennent, qui ont des problématiques de sommeil ou qui se sentent anxieuses. Et quand j'interroge au niveau du travail, elles m'en disent un peu plus sur le contexte professionnel, mais elles ne sont pas prêtes à se mettre en arrêt de travail. Mhm. Parce que ce sont dans le profil hein, des personnes qui s'épuisent, ce sont des battantes, des guerrières, des personnes qui sont très engagées, qui ont une forte valeur travail, qui ne vont pas laisser tomber leurs collègues, parce que si elles sont en arrêt de travail, c'est les collègues qui ont une surcharge de travail. Donc, en gros, elles font passer le bien-être des autres avant leur propre santé. Mhm. Ensuite, j'ai des personnes, effectivement, où j'alerte, je dis allez voir votre médecin traitant, je leur fais passer un questionnaire, et un questionnaire qui est validé hein, au niveau des professionnels de santé. Je leur fais passer le questionnaire, je dis vous allez chez votre médecin, voilà, s'il n'est pas ouvert, venez avec ce questionnaire et expliquez votre situation professionnelle. Et ensuite, ben oui, elles acceptent l'arrêt de travail et on continue à avancer ensemble. Et j'ai une troisième catégorie de clientes, c'est des personnes qui sont en arrêt de travail pour burn-out et qui ont décidé de chercher des solutions autres que la médecine conventionnelle pour s'en sortir. Ok. Parce que dans la prise en charge conventionnelle, on est sur médecin traitant, psychiatre pour renouveler les arrêts de travail quand l'arrêt de travail est prolongé, peut-être traitement, antidépresseurs, anxiolytiques, Ok. mais le burn-out, c'est d'abord dans le corps et à aucun moment il y a une approche plus fonctionnelle, une approche plus pour combler des carences micronutritionnelles parce qu'on a épuisé nos ressources, donc c'est nos ressources en termes d'énergie et ce qui permet de produire l'énergie, ben, c'est notre alimentation, la micronutrition, les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, la capacité qu'a notre corps d'absorber ces nutriments au niveau du système digestif, hein. Et donc la production d'énergie, elle se fait vraiment au niveau des cellules, hein. C'est là Mhm. qu'il faut aller redresser ce qu'on appelle nous le terrain en naturopathie.
Et on vient également diminuer l'inflammation parce que dans le burn-out, en fait, dans les mécanismes, au niveau des hormones et des neurotransmetteurs, le cortisol, qui est l'hormone du stress, c'est cette hormone sur laquelle on tire pour tenir. Et cette hormone, normalement, elle est plutôt anti-inflammatoire. Cortisol, cortisone, c'est ce qu'on va utiliser, hein, quand parfois on a des problèmes de peau, des choses comme ça, on a des crèmes à la cortisone. Donc plutôt anti-inflammatoire, mais dans la phase de burn-in, elle commence à devenir inflammatoire. Et elle crée de la neuroinflammation, et c'est ce qui va entraîner tout ce qui est problème de mémoire, de concentration. L'inflammation va diminuer notre capacité à fabriquer de nouveaux neurones, la neurogénèse. Cette inflammation va également raccourcir les circuits neuronaux. Donc en fait, les neurotransmetteurs ont beaucoup plus de mal à circuler Mhm. d'une synapse à l'autre. Donc tout ça, ce sont des mécanismes inflammatoires sur lesquels on va aussi travailler pour que la personne puisse remonter la pente. J'aime pas dire plus rapidement, en tout cas qu'elle retrouve une capacité de réflexion peut-être de manière un peu plus rapide pour pouvoir prendre du recul sur la situation. Et du coup, ces mécanismes inflammatoires, tu les travailles via la naturo? Oui, via la Ok, naturopathie, ouais. ok. Donc, première étape, aller travailler sur le terrain, ensuite les mécanismes inflammatoires. Ouais. Et puis ensuite, il y a tout un travail aussi psycho-émotionnel. Alors, on a des outils en naturopathie, hein. Je suis du coup on va dire, professionnelle de l'aide dans le sens où j'écoute. Je ne suis pas psychologue, hein, je n'interviendrai jamais non plus dans un traitement médical, hein, c'est chacun son métier. En revanche, il y a beaucoup de choses, hein, qui peuvent être dites aussi durant les consultations. Et j'accompagne après, plus aussi en mode coaching, sur, ben, OK, j'ai traversé un burn-out, qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'ai besoin de déconstruire en termes de pensée, de croyances, peut-être de blessures? Parce que pour moi, le burn-out, même si je parle de burn-out professionnel principalement, il vient toucher à tous les aspects de la vie. Hmm. En fait, on se reconnecte finalement à un moment à qui on est vraiment, on se pose la question de ce qu'on veut pour soi et ce qui nous anime, ce qui nous donne envie. Et parfois, les cartes se redessinent aussi au niveau personnel, au niveau familial, au niveau des relations amicales. Pour mon exemple, quand j'ai traversé le burn-out, je sais que j'ai eu une grosse phase de tri autour de moi en termes Ok. d'amitié. C'était difficile mais nécessaire pour moi parce que certaines personnes ne comprenaient pas ce que j'avais traversé et j'étais plus forcément alignée avec certaines amitiés. En tout cas, je pense que comme j'ai toujours été beaucoup dans je donne, donne, donne Hmm. pour être aimée, reconnue, ben, en amitié, que ce soit au travail ou en amitié ou en amour, je fonctionnais exactement de la même façon. Et une fois que j'ai pris conscience que je donnais peut-être parfois trop, j'ai revu aussi un peu voilà, c'est- ce mode de fonctionnement. Je trouve que le burn-out, c'est un reset, hein, de beaucoup, beaucoup de choses. La reconstruction, c'est un deuil. Mhm. C'est un deuil de quoi? C'est un deuil des anciens comportements? C'est un deuil d'une ancienne version de soi? C'est un deuil des croyances? Un Un deuil peu de tout quoi? ça, Ok. un peu tout ça. C'est le deuil d'une ancienne façon de fonctionner, d'une ancienne version de soi. Hmm. Et souvent que le burn-out, il nous transforme en une nouvelle version, ni mieux, ni moins bien. Moi, j'utilise le terme de différente, mais il est peut-être pas juste, hein. Peut-être une version plus reconnectée, plus alignée, plus consciente. Quand je dis consciente, c'est consciente justement de son mode de fonctionnement, de ce qui nous a à un moment euh, poussé jusqu'à nous effondrer. Mhm. Parce qu'avant, on était en pilotage automatique, Hmm. justement par un système de croyance, de pensée, ouais, un mode de fonctionnement. Et donc, on fait le deuil de cette ancienne version de soi. Hmm. À un moment, on est capable de remercier cette période merdique, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, pour définir le burn-out. Et quand on est capable de dire merci à cette période, c'est qu'effectivement, on a intégré, qu'on a accepté le processus de transformation, qu'on a, qu'on en est sorti, un peu comme un papillon qui sort de sa chrysalide, hein. Le deuil, pour moi, c'est ça. On est un moment dans cette espèce de cocon. C'est pas toujours super confortable. On se sent un peu à l'étroit.
On vient travailler sur tous nos trucs, si on en a envie, hein, parce que si on n'en a pas envie, c'est aussi OK, hein. Je force pas tout le monde à faire un travail sur la connaissance de soi. Et puis, ben, à un moment, quand ce travail commence à porter ses fruits, ben, hop, on sort, Hmm. transformé. Pour le coup, même si on fait pas de travail sur la connaissance sur soi, ce que j'entends, c'est que quoi qu'il en soit, la clé de la reconstruction, de la transformation d'un burn-out, c'est d'accepter de laisser se transformer pour le coup l'ancienne version de soi. Ouais. Tant qu'on reste accroché à cette version-là et à ces comportements-là ou ces fonctionnements-là, on- Ouais, parce que dans le deuil aussi, hein, la première étape, de toute façon, c'est le déni. Hmm. Il y a le choc de l'arrêt de travail pour certaines, et puis après, bah, il y a le déni qui va durer plus ou moins longtemps. Donc, tant qu'on Mhm. est en train de refuser, c'est qu'on veut encore redevenir comme avant. Une fois qu'on sort de là, bah, on commence tout doucement à rentrer dans le processus. Après, il y a la phase d'après, souvent, il y a toutes les émotions, il y a la colère, il y a le marchandage. Euh, Là, on est vraiment, comment dire, émotionnellement, ouais, c'est compliqué, on se sent honteuse, coupable. On s'en veut, on en veut aux autres, personne ne nous comprend, on se sent seul, incomprise. Puis on a l'impression que les autres nous demandent toujours encore des trucs alors qu'on est fatigué. Bref, donc c'est un vrai combat, cette phase-là Mhm. de marchandage, où là on se dit, non mais j'ai qu'à y retourner, ça aussi, juste un peu, voilà, j'ai qu'à y retourner, et puis j'ai qu'à y retourner tout de suite à temps plein. Oui, puis je sais faire. C'est Voilà. que pour le coup, si je sais pas me reposer, l'autre, par contre, je sais faire. Ouais, Donc, voilà. Et ouais, donc c'est tout un processus, mhm. effectivement. Ouais. Et je dis, parfois on n'est pas prête, hein, peut-être à faire tout ce travail d'introspection, de compréhension. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que si on continue comme avant, on va reproduire exactement la même chose, hein. Même façon de fonctionner égale même résultat. Il y a plusieurs cas aussi, hein, pour sortir d'un burn-out. Il y a des personnes qui vont retourner sur leur ancien poste, et c'est Mhm. OK. Parce que peut-être le mi-temps thérapeutique, peut-être que les conditions ont un petit peu changé, peut-être qu'elles ont changé de service. Voilà. Il y a des gens pour qui ça se passe très bien. Il y a d'autres personnes qui disent, ah non, mais moi, je ne veux plus retourner dans cette boîte. Mhm. Mais j'aime mon métier. Donc en fait, elles gardent leur métier, mais elles vont exercer ailleurs. Mhm. Et j'ai des cas où il y a un nouveau burn-out. Parce que même façon de fonctionner, environnement peut-être différent, mais elle-même toujours à tout donner, trop faire, trop s'investir, pas s'écouter, Mhm. peut-être pas suffisamment reposé du premier épisode, ben ça craque à nouveau. Et puis après, il y a d'autres personnes qui vraiment ben, tirent les leçons de leur burn-out. Et je dis pas qu'il y a une solution qui est mieux qu'une autre, hein, mais qui décident que ben non, cette entreprise, ça leur convient plus, puis leur métier, en fait, ben non, c'est pas un métier qu'elles avaient choisi et décident de se reconvertir. Mhm. Oui, chacun sa solution. C'est vrai que pour le Chacun coup, sa on n'est pas solution. tous obligés de se reconvertir quand il y a un truc qui va pas. On n'est pas tous obligés de complètement changer de vie. C'est chacun, C'est ça. Et on n'est chacun pas son tous obligés truc. de devenir entrepreneurs non Non. plus. Oui, c'était une question que je voulais te poser aussi. C'est, alors, on va mettre des grosses guillemets dessus, Mhm. mais est-ce que tu penses qu'il y a des personnes qui sont prédisposées à faire un burn-out? Par exemple, quand on a un peu cette construction psychique ou voilà, ce rapport au monde de toujours donner ou d'être toujours dans la performance ou la perfection, est-ce qu'on a plus tendance, du coup, à s'exposer à des risques de burn-out? Alors, il y a un profil de personnes qui s'épuisent effectivement. C'est pour moi des personnes qui ont une forte valeur travail, donc qui vont être beaucoup dans le faire, 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 et Mhm, au détriment de l'être, et faire pour être reconnu, apprécié, aimé. Après, il y a d'autres effectivement mécanismes, hein. On a des drivers, hein, du type soit parfaite, soit forte, fait plaisir. Là, ça va dépendre de chacune, hein, finalement, en fonction de ce qui va la driver. Mais dans les profils, donc personnes avec une forte valeur travail, hein, des personnes très engagées, très investies, parfois des profils atypiques qui ne le savent pas, type
hypersensible, hein. Alors, je sais que c'est un mot à la mode, mais c'est quand même une manière particulière de fonctionner sans vouloir mettre les personnes dans des cases. Haut potentiel, trouble du déficit de l'attention. Souvent, je le vois aussi dans mes accompagnements, les diagnostics neuropsy sur Mhm. ces particularités atypiques. On les voit plus tard parce qu'on n'a plus les capacités d'adaptation. Souvent les femmes, hein, encore plus, parce qu'on a le soi parfaite enfin, le modèle de la petite fille sage, hein, qui est souvent très fort. Dans les prédispositions, ouais, qu'est-ce qu'il y a encore? Les battantes, si j'ai pas cité, les perfectionnistes. Donc je pense pour moi, il y a effectivement un profil, hein. Mm. Du coup, à contrario, est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui ne feront jamais de burn-out s'ils n'ont pas ce terrain-là, comme on pourrait dire? Comme je le disais, ça naît de la rencontre entre un salarié ou une salariée et une organisation d'entreprise, hein. Donc là, je parle du profil, effectivement, mais je pense que quelque part, n'importe qui, quelle que soit la tranche d'âge, quel que soit le métier, peut être touché. Si au niveau de l'organisation d'entreprise, il y a du harcèlement, si il y a des horaires à rallonge, si on fait le boulot de trois personnes, on l'a Mhm. vu, hein, durant la crise sanitaire, tout ce qui a pu se passer aussi au niveau économique, on entraîne encore aujourd'hui, hein, les conséquences, hein, avec le télétravail, avec parfois il y avait plus de coupure entre le pro et le perso parce que ben, finalement tout est au même endroit. On ne met pas forcément les limites. Donc pour moi, n'importe qui, je pense, peut malheureusement traverser le burn-out. Je le Mhm. souhaite à personne. Surtout, je pense que vraiment là, comme on va être dans la période d'été, le signal, c'est je suis en vacances, je tombe malade. Ça, c'est déjà un premier signe de stress chronique. On décompense, ça veut dire qu'avant, on était déjà en stress plus plus. Mhm. Et que c'est notre corps les neurotransmetteurs, les hormones qui faisaient en sorte de nous faire tenir. Là, ben, on relâche, pouf, on chope tout ce qui traîne. Ça veut dire baisse de l'immunité. C'est un des signaux du burn-out. Si au retour au travail, hein, après 2 ou 3 semaines de vacances, on est fatigué comme avant les vacances, c'est qu'on est déjà en train de tirer trop fort sur la corde. Il faut vraiment prendre, je pense vraiment, cette notion de fatigue comme un indicateur clé. Et puis vraiment l'idée de prévention plutôt que Mhm. de guérison. Enfin, C'est voilà, ça, ouais. rester attentif aux signes dès que la sonnette d'alarme sonne un petit Mhm. peu. Ouais. Puis ça va être la rentrée après en septembre. Et Mhm. ben, les femmes sont plus touchées par le burn-out que les hommes, Mhm. 2 à 3 fois plus, du fait d'une charge mentale supplémentaire liée à la logistique de la maison, à des tâches parfois qu'on comprend. Voilà. Le mari ou le conjoint est peut-être prêt à prendre certaines tâches, mais on a décidé que c'était notre rôle, hein. Après, il peut y avoir aussi des mamans qui élèvent seules leurs enfants, donc ça fait Et beaucoup, puis hein. là, on en revient au fait que c'est aussi beaucoup sociétal. Ouais. Mm. Mais c'est énorme, 2 à 3 fois plus. Oui. Sans oublier qu'on a aussi un fonctionnement particulier lié à nos hormones sexuelles. On n'en parle pas suffisamment parce que aujourd'hui, enfin en tout cas à mon époque, moi j'ai 49 ans, bah, on prenait la pilule. Mhm. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un peu un retour en arrière. Euh, alors, j'interviens pas, hein, j'ai rien à dire si c'est bien ou pas, c'est pas mon rôle non plus, hein, c'est vraiment une décision qui est propre à chacun. Je pense qu'on peut toutes prendre une décision en connaissance de cause. Euh, donc, on a un fonctionnement spécifique par rapport à notre cycle menstruel. On est rythmé par nos hormones sexuelles. Notre énergie n'est pas la même au cours du cycle, contrairement à un homme. Notre énergie n'est pas la même non plus en été et en hiver. Ça, c'est pour tout le monde, qu'on soit un homme ou une femme. Ouais, Mais lié au manque de luminosité et tous ces facteurs, finalement, on n'en tient pas compte. on les néglige. On les néglige, hein, parce que bah, on est rythmé par des horaires de travail, je le conçois. On est rythmé par les enfants, si on en a, et on a très peu de temps pour soi. Ou alors, quand on a du temps pour soi, on commence à scroller sur les réseaux sociaux, et ça crée aussi une surcharge mentale, parce que le cerveau, il doit traiter toutes ces informations. Puis même pour des femmes qui sont en train de traverser le burn-out dans la période de reconstruction, elles ne savent pas se reposer.
Mm. Le médecin dit, bon, vous êtes en arrêt de travail, reposez-vous. Elles ne savent pas. Elles ont toujours été hyperactives. Là, le corps, il les a mis au tapis. Donc, de toute façon, à un moment, elles n'ont plus le choix. Mm. Mais ce qu'il y a dans cette période de reconstruction, c'est que l'énergie, elle revient progressivement. Mais dès qu'elle revient, dès que les batteries sont à nouveau chargées, à peu près à, on va dire, allez, à 80% le matin, elles vont faire une journée de dingue, arranger tous les placards, aller voir toutes leurs amies, toute la famille, à faire les courses, à faire plein de trucs. Et le lendemain, elles le payent. Et le surlendemain, elles le payent. En général, il faut 3 4 jours pour s'en remettre, hein. Et elles ont du mal à comprendre, en fait, que la remontée, elle n'est pas linéaire en termes d'énergie, hein. Se reposer, ça s'apprend. Mm. Et se reposer, c'est bien dormir, c'est faire des siestes. Là, on est vraiment sur le repos, mais c'est avoir des moments ressources aussi. Et ça, que ce soit du coup dans la reconstruction ou avant le burn-out, si on pouvait avoir plus de moments ressources dans la journée, ça serait pas négligeable. Mm. S'autoriser, en tout cas, à les prendre. Oui. Ouais. Bah, du coup, il y a deux trucs. Il y a le fait de s'autoriser, en effet, à dire, Mm. tiens, j'ai le droit de me poser, mais comme tu disais, c'est vraiment aussi apprendre à le faire. Ouais. Parce que même si je me donne le droit, après se pose la question de, bah, ok, mais comment je fais? En fait, moi, souvent dans cette période de reconstruction, je vais poser des questions parce qu'il y a une perte d'envie dans le burn-out, une perte d'envie. On ne sait plus déjà qui on est, on ne sait pas ce Mm. qu'on aime. Donc, on, on sait ce qu'on n'aime pas, mais Mhm. souvent, on ne sait pas ce qu'on aime. Et il y a une période un peu de redécouverte de choses qui nous font du bien. Moi, j'invite à explorer ce qu'on faisait quand on était enfant. Est-ce qu'on aimait dessiner? Est-ce qu'on aimait faire des puzzles? Est-ce qu'on aimait jouer? Est-ce qu'on aimait bricoler? Est-ce qu'on aimait cuisiner? Pour renouer aussi avec le plaisir de faire des choses avec les mains et sortir du mental, du cérébral. Revenir et repasser par le corps. Ouais, repasser par le corps et retrouver du plaisir dans d'autres choses que d'être juste dans l'anxiété, la rumination, la réflexion, alors qu'on n'a pas les idées claires. Mm. Mm. Ok. Du coup, pour reprendre justement ce que tu proposes et les outils ou les messages, Mm. j'imagine qu'on en a déjà un petit peu parlé à travers les partages, mais est-ce que tu veux ou est-ce que tu peux du coup refaire un Mm. petit point sur ben, ton programme? Donc moi, je suis naturopathe. Alors pour les personnes, c'est vrai que quand je commençais à me présenter tout à l'heure, je suis rentrée direct dans le vif du sujet. Je n'ai pas du tout expliqué ce que c'était. La naturopathie, c'est un ensemble de techniques de soins qui visent à équilibrer l'organisme par des moyens naturels et biologiques. C'est-à-dire qu'on va travailler sur votre terrain, les forces et les faiblesses de votre organisme, pour lui donner les ressources, pour qu'il retrouve un état d'équilibre. Donc en naturopathie, on va utiliser l'alimentation, qui est votre carburant, sachant qu'avec moi, c'est sans frustration. Je ne suis pas une extrémiste en alimentation, parce que pardon, on voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai une approche décomplexée. Donc l'alimentation, c'est sans frustration dans le sens où pour moi l'alimentation c'est le carburant, c'est ce qui permet d'apporter les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants. Pour moi je le vois vraiment comme des petites briques qui permettent de soutenir l'équilibre notamment de notre système neuro-endocrinien. Donc tout ce qui est cerveau et organes comme la thyroïde, hein, les deux grands systèmes de notre organisme. Quand on est en burn-out, on va souvent passer par une phase de micronutrition avant de passer par l'alimentation parce que la fatigue, elle est tellement présente qu'on n'arrive même plus à cuisiner, en fait. Parfois, on n'arrive plus à sortir du lit ou sortir du canapé. Donc, on travaille sur l'alimentation, la micronutrition, avec la phytothérapie, donc des plantes, avec l'aromathérapie, des huiles essentielles, pour équilibrer le corps et l'esprit. Et après, je vais travailler plus en mode coaching. Donc là, c'est pour, en fait, par rapport à un objectif. Donc moi, sur le cas du burn-out, ça va être sortir du burn-out, quelque part transformé ou grandi, pour faire de cette expérience douloureuse, pour en faire une prise de conscience, justement, sur son mode de fonctionnement. Donc j'accompagne, là je suis en train de sortir un nouveau programme d'accompagnement qui s'appelle Reconnect Body and Soul, donc bien l'idée de reconnecter le corps et l'esprit pour des femmes en burn-out. C'est un accompagnement en individuel sur 3 mois à raison d'un rendez-vous tous les 15 jours,
Il y a un accès à une plateforme en ligne également sur laquelle j'explique hein, toute la mécanique du burn-out parce que pour moi, c'est essentiel de comprendre ce qu'on est en train de traverser, de comprendre les causes qui nous ont amenés à nous épuiser ou à nous effondrer pour pouvoir derrière en tirer les leçons, d'apprendre à vraiment prendre soin de soi à l'aide de la naturopathie. Donc, on va être sur tout ce qui est qualité du sommeil également, sommeil récupérateur, fonctionnement vraiment physiologique hein, du corps, tout ce qui est accueil des émotions aussi. Et après, il y a une partie coaching en fait où on travaille plus sur nos croyances, nos blessures, en fait, ce qui a forgé notre personnalité pour en Mhm. prendre conscience, parce que parfois c'est des mécanismes inconscients, il y a beaucoup de pilotage automatique hein, finalement en tout cas sur le côté stress, Mhm. pour derrière en fait laisser éclore une nouvelle version de soi. J'ai une méthode, hein, c'est la méthode CARE, c'est comprendre, apprendre et harmoniser, évoluer et éclore. Ok. Voilà comment c'est construit, donc un programme en one-one avec des consultations, une plateforme en ligne, des carnets d'introspection, des fiches pratiques, des recettes, etc. Et un groupe de soutien parce que j'ai vraiment envie de créer une communauté en fait autour de femmes qui ont pu traverser le burn-out et qui sont en train de le traverser pour voilà, sortir de cet isolement, sortir Mhm. de la honte, de la culpabilité, de voir qu'il y a un après en fait qui peut être vraiment chouette. Mm. Et à côté de ça, j'ai un podcast hein, qui s'appelle Reconnect, hein, dans lequel j'interviewe des femmes qui ont traversé le burn-out, hein, mais également des professionnels de l'aide pour apporter un soutien bah, pour celles qui sont malheureusement en plein dedans. Une petite question, ça me fait un lien, du coup, je pose toujours la question à tous mes invités, parce que c'est une grande question. Savoir c'est quoi pour toi la paix intérieure? La paix intérieure, c'est me lever le matin sans angoisse, sans anxiété, sans rumination. C'est ouais, d'apprécier en fait le moment présent, d'être. Moi, je vais beaucoup me balader dans la nature. J'en ai besoin justement parce que j'ai un système nerveux. Je le sais aujourd'hui qui est speed. Mhm. Je fonctionne comme ça. Donc, j'ai besoin ouais, d'éléments qui me permettent justement d'accéder à cette paix intérieure et je vais la retrouver dans la nature. Parce que je vais être capable, quand je suis en train de me balader, d'être vraiment en pleine conscience, d'être dans l'observation, dans l'écoute, dans l'utilisation des sens en fait. Et ouais, être vraiment dans le moment présent. Ici, maintenant, et pas dans hier, qu'est-ce que tu as dit, et pourquoi un tel il a réagi comme ça, et pourquoi ceci, et pourquoi cela, et demain, et après, il faut vite que tu envoies un mail. Non, voilà. La paix intérieure, pour moi, c'est ça, c'est être connecté à l'instant présent, en conscience, en étant capable aussi de hacker son mental qui nous raconte pas mal de bêtises. Mhm. Si tu avais un message à partager, à déposer, ça serait quoi? Ça serait un message pour toutes les femmes. Écoutez-vous, écoutez votre corps. Votre corps, il sait. Même si le mental, il vous dicte autre chose, le corps, il sait s'il est arrivé au bout, s'il est fatigué. Donc, s'il est fatigué, on écoute. Et tant pis si la machine à laver n'a pas tourné, tant pis si la maison est en vrac, tant pis. Alors, évidemment, n'oubliez pas vos enfants à l'école, hein, c'est pas ça que je veux dire. Euh, écoutez-vous et gérez les priorités, ou plutôt les urgences. Mhm. Donnez-vous du temps tous les jours. L'écoute, ça passe par ça aussi, par se donner le temps de ne rien faire ou d'être justement à l'écoute. Voilà. Mhm. Mhm. Et Donc dans les... accepter le message, même s'il est désagréable, inconfortable, Ouais, voire douloureux. ouais, parce que ça fait partie de notre évolution. Après, ça ne veut pas dire que voilà, des événements douloureux vont laisser des traces, évidemment, Mhm. vont laisser des blessures. Mais moi, je trouve que d'en avoir conscience, ça nous permet d'avancer justement de manière un petit peu plus sereine, plus en paix aussi avec notre histoire. Mhm. Mhm. Ok, merci. Est-ce qu'il y Avec plaisir. a autre chose que tu aurais envie de partager?
Quelque chose peut-être ou une thématique qu'on n'a pas abordée et qui pour toi paraît importante à... Ouais, peut-être la période effectivement de périménopause, ménopause. Mhm. Beaucoup de Ok, femmes aussi qui traversent un burn-out dans la quarantaine ou la cinquantaine. ok. Et le fonctionnement hormonal n'est pas anodin. Il y a des symptômes qui peuvent être similaires hein, entre le burn-out et la périménopause. Et je trouve que cette période de périménopause, on commence à en parler un petit peu plus sur les réseaux sociaux, mais pas encore suffisamment. La période de périménopause, c'est celle qui précède la ménopause. L'âge moyen, c'est 47 ans. Et on Mhm. peut ressentir les premiers symptômes dès le début de la quarantaine. Donc en fait, dans les fluctuations hormonales, quand on n'est pas sous contraception, parce que la contraception hormonale peut masquer évidemment, hein, parce qu'on vient ramener des hormones, des hormones de un, 2, 3, des hormones de synthèse de façon massive. Donc, ça vient équilibrer comme une béquille en fait hein, le corps. Mhm. Quand on n'est pas sous contraception, une des premières hormones qui chute, c'est la progestérone. Cette hormone, c'est une hormone calmante. C'est une hormone qui va avoir un gros impact hein, sur tout ce qui est anxiété, irritabilité, colère, sommeil. Ok, Donc, on peut être plus sujette déjà peut-être à certaines problématiques, voilà, à ce niveau-là, liées au cycle féminin. Et si à côté de ça, on vient en rajouter une couche avec des difficultés sur le lieu de travail ou peut-être des difficultés dans sa vie personnelle, on peut imploser, Mhm. exploser, imploser. Mhm. Donc, Ok. ouais. Le cycle féminin à prendre en compte aussi. Super, bah merci beaucoup, c'est vrai, je pense qu'on a abordé les différents sujets. Oui, hyper intéressant de refaire un point vraiment sur, j'allais dire, les grandes bases du burn-out, parce que, encore une fois, comme tu disais, on en parle, on en parle de plus en plus. Mais il reste quand même une espèce de gros flou. Et il reste quand même dans l'idée de, je trouve, hein, moi pour le coup, je le vois beaucoup avec les personnes qui viennent me voir quand même, de, bah oui, mais non, je ne veux pas me reposer ou je ne peux pas me reposer. Alors, c'est pas toujours des personnes qui sont en burn-out, mais je dis, il y a cette systématique, un peu ce schéma de, je me reconnais plus parce que voilà, je suis plus molle ou j'ai plus envie de ci, je veux ça, je veux redevenir qui j'étais. Ben, peut-être pas, en fait. Si, là, il y a un truc qui a craqué, c'est peut-être pas pour rien. Après, on devient pas, je pense, quelqu'un de complètement différent. Quand tu dis que tu vois deux personnes différentes sur la photo, je vois l'idée, mais je me dis, on reste. Mm. Moi, j'ai souvent cette image de la pâte à modeler. À me dire qu'on reste de la pâte à modeler. On change de forme, mais on reste profondément, je pense, qui on est. Oui, bah oui, c'est pour ça que pour moi, il y a cette question de reconnexion, Mhm. effectivement, à qui on est. Je dis souvent, j'aime beaucoup hein, ton image de pâte à modeler, je vais la garder. Moi, je dis version différente parce que moi aussi, les gens viennent me voir en me disant, mais je veux redevenir comme avant. Ouais. Ouais. Bah non, on évolue sans arrêt, en fait. Mhm. Et avant, c'était pas forcément plus simple. Bon, merci pour ton temps. Avec plaisir. C'était hyper Merci chouette. pour ta demande. J'espère que ça plaira aussi à ton audience. J'espère aussi, en tout cas, j'imagine que ça va parler à beaucoup de monde. Ouais. Je te souhaite une belle journée Merci. et puis je te dis à bientôt, À Séverine. bientôt, Caroline. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez aimé, je vous invite à attribuer 5 étoiles, laisser un commentaire ou partager l'épisode à une personne qui pourrait en bénéficier. Si vous souhaitez aller plus loin, si vous souhaitez oser être totalement vous, découvrez mon accompagnement sur mon site harmonie-3c.fr. Et si vous avez envie de partager votre propre voyage de guerrier ou de guerrière de la vie sur son chemin de paix, contactez-moi, je serai ravie de vous accueillir sur ce podcast pour inspirer notre communauté. Parce que la paix est le chemin et non la destination. À bientôt!